RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur les troubles et la santé mentale plus généralement. Ce mois-ci, nous allons parler du trouble bipolaire avec nos invités, le docteur David Masson, Francis et Isabelle, nos témoins. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et je suis bien accompagné également de mes partenaires. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Du PTSM 54, projet territorial santé mentale. Super. J'ai retenu, hein, c'est bon, on va y arriver au bout de 2 ans de travail ensemble. Également Marie-Paul Pierrel, présidente de l'association Bipolaire, si tu savais. Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Paul, ravi de vous accueillir. Et je le disais, donc on a le plaisir d'avoir David Masson, vous êtes psychiatre, responsable du centre universitaire de remédiation cognitive au CPN. Vous pouvez dire cure, tout simplement, ça sera encore mieux. Et ça permet aux auditeurs de savoir de quoi on parle aussi. Bienvenue à vous, je suis ravi de vous accueillir. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer dans divers événements et de vous accueillir aussi dans une émission où on parlait ensemble de... rappelez-moi la thématique, c'était le rétablissement. C'était l'atelier du rétablissement. Exactement. Voilà, et je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Et puis, nos témoins, Francis. Alors Francis, vous avez 72 ans et vous souffrez du trouble bipolaire. Vous nous raconterez tout à l'heure comment vous avez, j'allais dire, organisé votre vie. Voilà. Et organiser votre bipolarité. C'est bien ça? Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Et puis Isabelle également. Vous étiez une proche aidante, c'est ça, et fille donc d'une personne concernée par le trouble bipolaire. Voilà. Et vous nous raconterez aussi comment s'est passée votre enfance avec votre maman, si je dis pas de bêtises. Oui, plutôt mon adolescence, ma vie de jeune femme. Et vous nous raconterez comment vous avez vécu ce trouble-là. Oui. Avec grand plaisir. Comme vous le savez, chaque mois, on démarre l'émission en écoutant ce que les gens, les Nancéens, connaissent ou ne connaissent pas peut-être d'ailleurs du trouble qu'on aborde, du trouble de la bipolarité. Marie-Paul, la première question que vous avez posée. Alors, la première question qui était posée au public dans la rue, c'était tout simplement, que savez-vous des troubles bipolaires? Comment les caractérisez-vous? Un déclencheur et qui n'est pas forcément bien vécu par l'entourage. Il pète les plombs tout d'un coup. Ils s'énervent, ils s'arrachent, ils se mutilent, elles sont très taciturnes ou alors toutes folles, quoi. C'est une maladie psychologique qui peut toucher la personnalité, je pense. Oui. Et généralement, c'est des personnes qui ont un dédoublement de personnalité. Je pense que ça peut presque... Et qui se manifesterait comment? Qui se caractérise comment, oui. Qui pourrait se caractériser par un changement d'humeur ou un changement de personne, de personnalité, je pense. Ouais. C'est là que je pense que je remarquerai si la personne change de comportement notamment. Oui, c'est les personnes qui souffrent, qui sont maniaco-dépressifs. Des gens qui sont soit très tristes ou alors qui sont de très bonne humeur, très exubérants. Je crois qu'ils sautent de l'un à l'autre. C'est quand des fois on va être très joyeux, voire euphorique, et d'un coup on va passer à un état dépressif. J'en sais pas plus que ça, mais je sais que ça comprend ça. Il y a des sautes d'humeur, il y a des jours où ça va aller très bien, même des semaines, et après ça va s'étendre sur une période dépressive. Ça peut atteindre aussi, il peut y avoir, je crois, une phase maniaque et une phase où on laisse tout tomber, qu'on fait plus rien. Ouais, c'est quand on passe d'un état à un autre, tout simplement. Des sautes d'humeur et puis qui peuvent devenir un peu disjonctés, quoi. Et puis faire des choses un peu folles. Oui, les gens qui montent et qui descendent rapidement. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, si c'est de naissance, si c'est acquis, je ne sais pas. C'est un trouble, que c'est quelque chose qui peut se soigner, oui et non. Ça peut se soigner sur le long terme, mais ça ne peut pas être guéri. C'est quelque chose qui est très impactant dans la vie des gens. C'est quelque chose qui ne contrôle pas, surtout. Les gens ont tendance à oublier. Oui, les gens qui montent et qui descendent rapidement. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, si c'est de naissance, si c'est acquis, je ne sais pas.
On est aussi entre connaissances et questionnements. Il y a encore quelques éléments, on y reviendra j'imagine tout à l'heure avec le docteur Masson. Marie-Paul, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir? On entre là à un éventail assez complet d'informations concernant les troubles bipolaires qu'on peut regrouper par thème. D'abord, qu'est-ce que c'est? On s'est qualifié de maladie ou de trouble. Voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie ou plutôt un trouble? Ensuite, si c'est bien une maladie, il faut parler des symptômes. Donc, les personnes interrogées ont bien retenu le fait que ça se traduit par des fluctuations de l'humeur. Cependant, à l'esprit des personnes, c'est plutôt une succession rapide et brutale et imprévisible. C'est peut-être un petit peu caricatural aussi de dire ça. D'un coup, rapidement, mais on sait aussi qu'il y a quelqu'un qui dit ça peut durer des semaines. Mais c'est quand même minoritaire. La plupart des gens ont une image de cycle rapide. Oui, c'est rapide. On parle de saut d'humeur notamment, beaucoup. Ensuite, on a bien remarqué qu'on entend au sujet des phases maniaques des termes très forts. Les personnes sont toutes folles, elles disjonctent, elles pètent les plombs. Voilà, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? C'est pas un peu réducteur aussi? On y reviendra évidemment tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de sautes d'humeur imprévisibles et qu'il n'y a pas forcément de déclencheur? Voilà. Les personnes interrogées se posent aussi des questions sur les causes de cette maladie. Donc il y a des symptômes et là, pourquoi? Est-ce que c'est une question de caractère? Enfin, les gens évoquent différentes pistes. Est-ce que c'est acquis, donc au fil des événements de la vie, ou bien est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est génétique? Voilà. À l'heure actuelle, est-ce que les chercheurs sont capables, en mesure, de répondre à cette question? Et docteur Masson, vous nous y répondrez dans quelques instants, évidemment. On essaiera de comprendre ensemble si on en connaît aujourd'hui les causes, ou voilà, vous nous direz tout ça. Une autre erreur qu'on entend aussi souvent dans le public, c'est la question du dédoublement de personnalité, comme ces différences d'attitude font dire aux gens qu'il y a un dédoublement de personnalité. Est-ce que c'est le cas? Alors on entend aussi très sérieusement que ça a un impact sérieux sur la vie des gens. Donc ça, effectivement, quand on entend la liste des symptômes évoqués, on se dit que ça ne peut pas être anodin, donc ça, c'est probablement très destructeur. On entend même quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui dit qu'ils sont incapables de travailler. La question du travail avec un trouble psychique. Et voilà, pour terminer, bien tout naturellement, on se pose la question de l'évolution de la maladie. Est-ce que ça se soigne? Comment ça se soigne? Et est-ce qu'on peut guérir? Grosse question. Eh bien, on en parlera évidemment dans quelques instants avec le docteur Masson et qui nous éclaircira, je vais dire un mauvais mot, éclaircira, ce qui n'existe pas évidemment, qui nous éclaircira un petit peu sur toutes ces questions qui se posent après avoir écouté ce premier micro-trottoir. La deuxième question que vous avez posée, Marie-Paul. Alors, c'était, est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires et comment ça se manifeste chez cette personne? On va écouter les réponses tout de suite. Je crois que j'aurais du mal de vivre avec une personne comme ça. Ça doit être difficile. Anecdote, quand j'étais au lycée, j'avais un prof de maths qui était comme ça. Il était assez vieux et tout, il était très malade et il passait d'un état à un autre. Et on savait que c'était pas de sa faute, du coup on le respectait avant tout. C'est flou, mais en fait, à un moment donné, anecdote, on était en contrôle justement. D'un coup, il s'est mis à crier pour quelque chose qui n'allait pas sur son bureau. C'était pas bien organisé et tout, du coup, il était pas bien, ça l'avait perturbé. Je prends en charge moi des patients qui ont des pathologies neurologiques, qui ont des troubles du contrôle des impulsions, qui sont aussi similaires à la bipolarité. Oui, tout à fait. Mais c'est plutôt neurologique alors là. Voilà, c'est plus neurologique induit par le traitement, mais le côté bipolaire, je trouve que c'est bien que vous puissiez sensibiliser les gens, parce qu'en fait, c'est pas forcément des tarés. Moi aussi, je sais pas à quel point c'était vrai ou si c'est un genre que cette personne s'est donné, mais en tout cas, elle a vraiment dit beaucoup et je pense que du coup, ça a été vraiment vrai dans sa vie. La dépression, j'ai plutôt vu ça comme ça. Bon, globalement, les gens connaissent du monde, mais de loin. Finalement, il y a quand même une proportion relativement faible de gens qui peuvent témoigner directement de quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, quand on compare avec toutes les informations qu'on vient d'entendre en réponse à la question « Qu'est-ce que vous savez des troubles bipolaires ?», on se dit que les informations, ils ont dû les avoir par d'autres sources, comme par exemple peut-être des reportages, des lectures ou des films, et qu'ils en ont retenu ce qui est passé au filtre de leur propre souvenirs à eux. Mais enfin, en tout cas, on peut distinguer différents types d'attitudes chez ces gens-là, envers des personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Il y a d'abord la compréhension, quelqu'un qui dit « on savait que c'était pas sa faute ». On a aussi de la compassion. Quelqu'un dit elle doit somatiser beaucoup. Il y a quelqu'un qui exprime un tout petit peu de scepticisme en disant on se demande à quel point c'est pas peut-être un petit genre,
que la personne se donnait. Oui. Hein, c'est ce qu'on entend aussi de temps en temps. Tout le monde est bipolaire aujourd'hui, tout le monde se dit bipolaire, surtout chez les people. Enfin bref. Oui, il y a beaucoup de noms de people comme ça qui ressortent. On dit dire que ça. Voilà. Et pour terminer aussi, une question très importante, c'est la compassion à l'égard de l'entourage d'une personne souffrant de trouble bipolaire. Il y a une dame qui dit que ça ne doit pas être facile de vivre avec quelqu'un comme ça. Elle le dit au début, voilà, tout à fait. Tout ce qu'on a entendu. Bien, merci beaucoup Marie-Paul. Évidemment, on développera un petit peu ce qu'on vient d'entendre avec nos témoins. On finit avec la dernière question, Stéphanie. À votre avis, comment peut-on aider une personne touchée par les troubles bipolaires ? Je pense qu'il faut qu'elle ait un traitement, cette personne, qu'elle soit suivie médicalement dans un premier temps, et puis après, qu'on lui explique les tenants et les aboutissants de sa maladie, toute la complexité de la maladie. Mais je pense que d'elle-même, elle doit, j'espère, qu'elle peut tirer la sonnette d'alarme, je pense, consulter déjà un médecin, quoi. Je pense, parce que je pense qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même. La bonne attitude, c'est déjà d'essayer de comprendre qu'en face, il peut y avoir des variations. Et c'est surtout pas aller contraindre les gens en disant non mais tu déconnes, machin, c'est pas ça. Il faut plutôt aller dans le sens en disant oui, j'entends, je comprends. Le problème c'est que ce genre de personnes, des fois, elles veulent pas forcément se faire soigner parce qu'elles reconnaissent pas forcément. Donc ça peut être difficile d'amener le sujet médical. Mais moi, c'est le premier sujet auquel je pense parce que moi, personnellement, c'est un truc ça me dépasse, donc je tendrais plutôt ça vers le médical. Après, si c'est vraiment un proche ou quelqu'un de la famille, j'essaierai d'être là pour la personne quand elle en a besoin, mais si elle le souhaite. J'aurais pas envie de rentrer dans son cercle, en tout cas de l'aider contre sa volonté. Quand elle est dans sa phase dépressive, un peu, être là pour la soutenir sans la juger ou quoi. Moi, je pense que je lui dirais que je suis là s'il y a besoin, mais si elle ne réclame pas mon aide, je pense que je m'imposerai pas. Parce que je pense que ça peut plus empirer la situation plutôt que d'aider en fait. Ça dépend s'il est en pleine crise ou si ça peut être de quelqu'un tout à fait normal. Ouais. Mais et en pleine crise alors justement ça dépendra comment est la personne. Je veux dire, je ne serai pas dans le jugement déjà. D'accord, pas dans le jugement. Si c'est une personne que je connais, que je côtoie, je saurais peut-être justement l'approche à avoir. Mais non, encore une fois, c'est pas quelque chose que la personne contrôle, c'est un truc, c'est une maladie, donc pas de jugement, essayer d'être compréhensif, essayer d'aider si je peux, mais après il y a aussi un degré de crise. Je pense qu'on ne peut rien faire, c'est un trouble qui malheureusement suivra la personne toute sa vie, à moins de développer un médicament ou quelque chose comme ça justement pour aider à soigner ce genre de choses, mais il y a un genre de médicament bien puissant, étudié pendant des années et tout. Donc voilà, c'est ce que je pense tout simplement. Voilà, alors un médicament bien puissant, on l'a bien compris, sinon aucune chance de s'en sortir. Vous nous redirez ça tout à l'heure, David Masson, puis on en reparlera avec nos témoins évidemment, qui nous diront si, notamment Francis, vous avez pris un médicament bien puissant. En attendant Stéphanie, qu'est-ce qu'on retient de cette dernière partie de micro-trottoir ? Alors qu'est-ce qu'on retient ? Tout d'abord, comment s'aider soi-même quand la vie vacille ? Déjà comprendre ce qui nous arrive. Identifier ses propres ressources. Il peut être aidant de porter attention à nos rythmes de sommeil, à l'alimentation, de limiter les consommations d'alcool, de médicaments, de drogue, et de pratiquer une activité physique, de la relaxation, la méditation, etc. On en reparlera tout à l'heure. Le recours aux soins est souvent indispensable pour être accompagné, pour mieux comprendre, pour être soutenu et pour aller vers le rétablissement. Je pense qu'on en parlera également. Et puis, échanger avec des personnes concernées peut également apporter un grand soutien. Aller vers des associations comme l'association Bipolaire, si tu savais. Ensuite, en tant que proche aidant, l'entourage peut apporter un soutien essentiel. Il peut notamment consister en repérer les signes de dépression ou de phases différentes phases maniaques, chez un proche et lui en parler. Il peut aider son proche à chercher de l'aide, à consulter un professionnel, à suivre son traitement, soutenir son proche dans les activités quotidiennes, évoquer ouvertement les idées suicidaires. Et en tant que proche, vous pouvez également trouver du soutien auprès des associations, comme l'UNAFAM. Le maître mot sont douceur, écoute, bienveillance et non-jugement. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir plus en détail grâce à nos experts du jour.
Merci beaucoup Stéphanie. Je vous propose dans un instant qu'on revienne un petit peu sur ce qu'est le trouble bipolaire pour mieux le comprendre. Pour les auditeurs qui nous écouteraient là maintenant et qui ne savent pas vraiment ce que c'est le trouble bipolaire, on l'a vu. Il y a des croyances, beaucoup de croyances, quelques connaissances. On va essayer de remettre tout ça au clair avec vous dans un instant. Docteur David Masson, peut-être le temps juste d'écouter un morceau de musique, celui de Zao. Alors j'arrive jamais à prononcer, de Sagazan, c'est bien ça, Sagazan, Stéphanie. Zao de Sagazan. La symphonie des éclairs. Qui a choisi ce titre? Très joli titre. Personne, c'est arrivé comme ça. Eh bien, on l'écoute maintenant. Avec grand... C'est vous? C'est vous. Alors, Isabelle, dites-nous pourquoi ce titre. Il est très très beau celui-là, moi j'aime beaucoup. Parce qu'il est beau. Et ben voilà. Puisqu'il est beau, on l'écoute maintenant. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, on parle du trouble de la bipolarité avec nos témoins Francis et Isabelle, avec qui on parlera un petit peu de leur parcours dans quelques instants. Mais avant, avec vous, docteur David Masson, je rappelle que vous êtes psychiatre et responsable du centre du CUR, c'est ça, du centre CUR, au sein du CPN. Est-ce que vous voulez bien d'abord nous réexpliquer ce qu'est le trouble de la bipolarité? Parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment cette notion de saute d'humeur, mais je crois que vous allez pouvoir nous expliquer que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Oui, tout à fait. Le micro-trottoir, justement, était très révélateur de cela, où on voit le mélange qu'il peut y avoir entre l'émotion, la réaction, ce qu'on appelle la labilité de l'humeur et le trouble bipolaire. Je pense que c'est important déjà de repréciser de quoi on parle exactement. Quand on parle de bipolarité, on fait référence à un trouble dit de l'humeur. Donc, c'est-à-dire une humeur qui va sortir, entre guillemets, des variations dites normales. Peut-être déjà définir l'humeur. L'humeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'état affectif dans lequel on est à un moment T, qui va être dépendant des situations que l'on vit dans la vie de tous les jours et la manière dont on les intègre et on les vit, à la fois extérieure mais aussi intérieure. La manière dont on voit les choses, la manière dont on vit ses propres pensées, sa propre manière de voir le monde, etc. Et il faut avoir bien en tête que l'humeur, c'est pas une mer plane. Bien sûr. C'est quelque chose qui est fluctuant. Il y a des jours où vous êtes plutôt de bonne humeur. Par exemple, ce matin, il faisait très beau. Un rayon de soleil extérieur. Et on peut avoir comme ça un moment de ressenti agréable. Et puis, à un moment donné, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle. Vous avez au boulot. Voilà, vous avez oublié de traiter un dossier que vous deviez rendre hier. Vous avez un moment comme ça. Et donc, vous avez ces fluctuations tout au long de la journée. Et ça, ces fluctuations-là, tout le monde les connaît. Tout le monde les a. Tout le monde les a. C'est une réaction totalement normale et qui va, de ce fait-là, déclencher un certain nombre d'émotions. L'émotion, c'est la réponse aux situations qu'on a. On ne choisit pas. Quand on est joyeux, quand on est en colère, quand on est triste, on ne choisit pas, on le voit. Et c'est souvent contextuel aussi à ce qui nous arrive. Dans le micro-trottoir, on dit souvent, on va parler d'humeur qui va monter, descendre très vite. Alors ça, on parle de dysrégulation émotionnelle au niveau psychiatrique, mais qui intervient en fait dans beaucoup de champs, mais qui ne sont pas en fait spécifiques de la bipolarité. La bipolarité, c'est lorsque cette mer dont je vous parlais, qui avec ses fluctuations, avec ses vagues, là en fait, il va y avoir des vagues très hautes et qui vont durer dans le temps. Et là, on parle pour le trouble de la bipolarité. Le trouble de la bipolarité, effectivement, où là, ça va monter très fort avec un état dit d'exaltation, mais qui va être fixe, qui va pas forcément être dépendant des événements de vie et qui va durer dans le temps. C'est important, la question de la durée. Dans le micro-trottoir, on disait ça va fluctuer d'un moment à l'autre. Là, on est sur un aspect de durée. C'est quoi des durées? C'est plusieurs semaines, C'est plusieurs jours à plusieurs semaines. Pour faire un diagnostic, par exemple, dit d'état hypomaniaque ou maniaque, il faut au moins 15 jours comme ça et qui soit peu réceptif justement à ces événements du quotidien dont on parlait. Alors, c'est dans un sens, mais il y a aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire des moments où, à l'inverse, l'humeur va être très basse, longtemps, et pareil, qui va être peu réceptif aux éléments de l'entourage. Et vous allez avoir comme ça des fluctuations. La bipolarité, dans leur présentation, c'est ça, en fait. C'est une variabilité importante et durable de l'humeur. Des phases beaucoup plus longues, effectivement, que simplement cette vague d'humeur qu'on peut avoir au quotidien. Il faut préciser aussi, c'est important, quelqu'un qui a atteint de bipolarité, il n'est pas forcément toujours en haut, toujours en bas. Il y a aussi des phases dites de rémission, où l'humeur va être plutôt stabilisée. On viendra sur l'aspect traitement. Derrière, c'est à ça qu'on vise, en fait. Quand on a un thymorégulateur ou un régulateur d'humeur, c'est faire en sorte que l'humeur reste dans cette fluctuation. En gros, avoir une vague qui est beaucoup plus étroite, quoi. C'est ça. Qui n'est pas le fait de ne pas ressentir les choses, mais plutôt que ça
ça ne déborde pas trop dans un sens ou dans un autre. C'est un équilibre pas toujours facile à trouver. Il y a des moments où ça déborde plus lorsqu'on a une bipolarité, mais lorsqu'on va vers les soins de bipolarité, c'est ça qu'on vise en fait. Comment ça... Alors juste qu'on revienne sur je pense que la phase dépressive, on la comprend, on la contextualise plutôt assez facilement. Comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, comment se manifeste l'autre phase? Alors, on peut... Il y a des choses comme ça qui peuvent attirer l'attention, justement, des proches peut-être? Alors... Pardon, dites-nous. Oui, moi ça correspond Francis. un petit peu à l'endroit où j'en suis. C'est que j'ai constaté, mais je parle pas suffisamment près du micro. C'est bien. J'ai constaté que pour moi, ce qui est dangereux, ce sont les phases up. Parce qu'elles sont souvent et pratiquement toujours suivies d'une phase down. Donc, vous posez la question, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent d'identifier cette montée et cette phase up? Oui, il y en a un. C'est lequel, du coup? Ah, le sommeil. Le sommeil est particulièrement important. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un regard sur son propre sommeil. Est-ce que c'est un bon sommeil? Est-ce que c'est un sommeil court? Est-ce que c'est un sommeil réparateur? Et dès que l'on constate au fil du temps que le sommeil n'est pas stabilisé, on a là un indicateur de danger. Mais c'est difficile parce que le sommeil, on peut toucher par des nuits difficiles pendant une période pour tout le monde, je veux dire. Oui et non. Enfin, je parle sous le contrôle du médecin. La personne atteinte de troubles bipolaires a une hypersensibilité émotionnelle. Voilà. D'accord. Donc des événements qu'on dit des accidents de la vie vont prendre pour elle une ampleur considérable. Et c'est ça qui peut altérer le sommeil, dans une certaine mesure. Mais il n'y a pas que le sommeil. Par exemple, la consommation d'alcool vient renforcer la difficulté. Ce qui est important, les troubles bipolaires se soignent. Est-ce que c'est une maladie? Moi, je répondrais oui. Sinon, il n'y aurait pas de médecin. Bien sûr. Est-ce que c'est une maladie qui se soigne? Oui. C'est une maladie qui se soigne. Là, vous spoilez un peu la fin de l'émission, mais effectivement, vous avez raison de le faire. Est-ce que c'est une maladie dont on guérit? Non. On ne guérit pas de la bipolarité. Docteur Masson, on vit avec la bipolarité. Alors, on vit avec la bipolarité. Quand on parle de soins, souvent, les gens confondent soins et guérison. Ouais, c'est ça. Amener des soins, c'est pas forcément amener à guérir. En médecine, un peu de maladie qu'on guérit. On peut guérir d'une grippe, guérir un état antérieur. On peut même maintenant guérir d'un cancer. Je pense que c'est important. On parle quand même de rémission. D'un trouble psychique, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, en termes de guérison, ça voudrait dire venir à l'état antérieur d'avant la maladie. Et notamment quand on souffre d'un trouble psychique, l'expérience du trouble psychique en lui-même fait que ça rentre dans l'histoire de vie de la personne. Et de ce fait-là, revenir à comme avant, comme quand il n'y en avait pas, je pense que c'est pas possible, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas bien vivre avec. Oui, c'est ça. Il y a cet aspect effectivement de soin. Le soin, c'est d'éviter que la maladie soit le moins gênant possible, voire qu'elle s'exprime pas. Francis, vous nous direz dans quelques minutes comment vous avez vécu avec et comment vous vivez avec. Je le dis en quelques mots. J'essaie de piloter ma maladie. Mais on va y revenir si vous voulez bien. On va continuer un tout petit peu à comprendre la maladie, mais après ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites là justement, cette notion de pilotage. Je crois que c'est quelque chose de très important pour vous justement. Donc on y reviendra effectivement. Peut-être pour préciser, pour bien que les auditeurs se représentent ce que c'est l'état maniaque, c'est pas forcément facile à voir. La dépression, on arrive à voir. La dépression, on voit le monde sous un prisme gris, fade, sans saveur, sans couleur, et qui perd dans son intérêt au point où finalement il vaut peut-être mieux, quand le cas grave, disparaître parce que, à quoi bon? Faut s'imaginer que l'état maniaque, dit hypomaniaque, on parle d'hypomaniaque, c'est un état moins fort en intensité que la manie. C'est là, faut prendre le penchant inverse en fait. On a généralement, je parle sous votre contrôle, d'une humeur dite exaltée, c'est-à-dire un sentiment de bien-être, mais exacerbé, un sentiment de toute puissance aussi. On peut tout faire, tout est possible, on a l'impression que tout est possible. Et de ce fait-là, ça a des répercussions importantes en termes de choix qu'on peut faire de vie. On peut se mettre en danger, j'imagine. Et puis, vous parlez de l'insomnie tout à l'heure. Effectivement, c'est la question de ce qu'on appelle, dans médecine, on appelle ça l'insomnie sans fatigue. Il n'y a pas besoin de dormir, on est tout le temps, le temps au taquet. Et quand vous parliez tout à l'heure de la chute, qui peut être très compliquée derrière, une fois qu'on a épuisé
toute son énergie qui déborde à un moment donné, ça peut être très très compliqué. Et on descend peut-être plus fort et plus violemment. L'image que je peux donner, ça pourrait être, imaginez que l'état que ça peut être que vous gagnez maintenant au loto, en termes d'intensité, mais que ça dure dans le temps. Ouais. Et puis d'un coup, on vous dit, vous avez tout perdu. Voilà, c'est ça. Et que ça dure, en fait. C'est vraiment cet aspect-là. Parce que lorsque vous allez avoir ce type d'événement joyeux, vous allez le ressentir de manière intensément. Et c'est normal de le vivre comme ça. Mais là, ça reste. Ça reste, quoi. Ça reste. Alors, est-ce que, dans ce que vous dites, il y a un petit peu cette idée aussi que du coup, comme la phase maniaque, c'est ça, ou d'hypomaniaque, comment on dit, hypomaniaque ? Hypomaniaque, c'est la version moins intense. Donc, la phase maniaque, vous disiez, c'est difficile parfois à détecter. Ça amène à cette question aussi, du coup, du diagnostic. Oui. Et vous nous disiez tout à l'heure hors antenne, c'est très difficile et très long de diagnostiquer le trouble de la bipolarité. On a déjà entendu dans cette émission 8, 10, 12 ans. Parfois, il faut voir plusieurs médecins avant d'y arriver. Oui. Comment et pourquoi ? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut imaginer peut-être pour simplifier ? En tout cas, peut-être les aidants peuvent aussi accompagner les patients à mieux se faire diagnostiquer ? Ouais. Alors, il y a plusieurs points qui font que c'est difficile. Effectivement, on est sur 8 à 12 ans de retard diagnostique en moyenne, pour plusieurs raisons. Déjà, la question de la connaissance même de la bipolarité dans la population générale, on en a parlé tout à l'heure, ou même chez les professionnels de santé aussi. C'est pas simple à diagnostiquer, parce que imaginons vous faites plusieurs épisodes dépressifs, vous faites pas d'épisode maniaque, vous allez on peut faire un diagnostic tout à fait cohérent d'état dépressif chronique, résistant ou récidivant. Et puis à un moment va apparaître un état maniaque qui va changer le diagnostic, ou alors des états hypomaniaques qui sont passés inaperçus parce que le retentissement n'a pas été tel que ça n'a pas été identifié par l'entourage, par exemple, sachant que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect de la manière dont on peut le vivre, souvent les personnes en état hypomaniaque se sentent bien. On va pas consulter quand on a le sentiment qu'on peut changer le monde et qu'on peut faire plein de choses extraordinaires. C'est un état pour pas mal de personnes qui ont dit mais c'est même un état presque de souhaité, de confort, et qui est plutôt bien vécu dans le sens du sentiment associé. Alors, pas du tout en termes de conséquences, je précise. Bien sûr. Et qui peut entraîner, on parlera peut-être de l'aspect aussi de ce qu'on appelle le déni, en disant je ne vais pas être aidé à ce moment-là. Justement, parlons-en du déni. C'est peut-être le moment d'en parler, effectivement. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être pas simple aussi d'accepter ces phases et de se dire oui, je souffre peut-être d'un trouble. Et comment on accompagne ça, justement ? Parce que le déni, c'est peut-être ce qui est le plus dangereux aujourd'hui par rapport au trouble lui-même et aux personnes qui en souffrent. Oui, le déni, non-reconnaissance, il y aurait plein de facteurs qui font que, déjà, ça peut paraître tout bête, mais déjà accepter le fait qu'on a un trouble psychique, faut l'encaisser déjà. C'est pas quelque chose d'évident. Alors, on peut avoir aussi le fait, non, je refuse aussi d'avoir ce type de problème. C'est aussi la question des phases hypomaniaques dont on parlait, voilà, je me sens bien à ces moments-là. Heureusement qu'il y a ces périodes-là où je vois les choses de manière différente. Alors, on va passer plusieurs épisodes dépressifs et on peut imaginer à quel point, ceux qui l'ont vécu, à quel point c'est douloureux. Et pour illustrer ce que vous dites très très brièvement, je ne vais pas prendre trop de temps de parole, ça me rappelle un passage d'un témoignage d'une psychiatre américaine qui disait, parce il se trouve qu'aussi elle souffre de troubles bipolaires, et elle a raconté, après avoir vécu des galères pendant très longtemps, comment, dans ces périodes où elle était en phase maniaque, elle avait l'impression de voler par-dessus le monde. Voilà. Et qu'elle aurait bien voulu prolonger cet état-là, mais que ce qui la retenait et qui lui ramenait les pieds sur terre, si j'ose dire, c'était le souvenir des grandes phases de dépression consécutives aux phases maniaques qu'elle avait pu vivre, et combien c'était difficile après de remonter. Voilà, donc, il faut voler par-dessus le monde. Stéphanie Isabelle nous en a parlé aussi, ce rejet. De la phase... du déni, en fait, du trouble bipolaire. Oui, je ne sais pas dans les phases dépressives, dans les phases dépressives de ma mère, là, elle appelait au secours. Quand elle est, pas toujours, parfois elle se suicidait d'abord et elle appelait au secours après, mais voilà, quelquefois elle appelait au secours. En revanche, puisqu'on parlait des phases maniaques,
et du rôle de l'entourage. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être... Alors, je sais, et on en a un peu parlé avec Francis et avec le docteur, effectivement, il y a plusieurs degrés dans cette maladie. Et ma mère souffrait d'une forme très, très sévère de bipolarité, peut-être doublée, comment vous avez appelé ça, docteur, ce qu'on appelle un trouble schizoaffectif, mais là, on rentre sur du jargon assez spécifique. Schizoaffectif, en ce sens qu'elle a été aussi victime de bouffées délirantes. Elle entendait des voix. Bon, mais pour en revenir aux phases maniaques, moi, je l'ai vécu, j'ai trouvé ça proprement terrifiant, effrayant. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait plus aucune conscience du danger. Elle était capable de rouler à 220 sur une route de campagne. Elle dépensait sans compter. Elle faisait réserver 3 voyages le même jour, 3 endroits différents. Et effectivement, ce dont vous avez parlé, elle ne dormait plus du tout. Mais c'est vraiment, et à 4 heures du matin, elle pétait la forme, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, évidemment, quand vous essayez d'intervenir là, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un refus total, enfin de sa part à elle en tous les cas, puisque, comment ça, elle est heureuse et vous supportez pas ça, vous supportez pas, voilà. Donc, c'est difficile pour le les rôle aidants. l'entourage, en fait. Et puis, il y a aussi quelque chose que peut-être je dois rajouter au préalable, c'est que vous parliez de la longueur, enfin le temps avant. Là, en ce qui concerne ma mère, elle n'a pas été diagnostiquée, je dirais, jusque quasiment à la fin. Donc, il s'agit de plus de 15 ans, voilà, où elle a oscillé comme ça de phases de dépression profonde. Le schéma était toujours le même, en fait, toujours. Et je dis ça, et puis c'était une phase de dépression extrêmement profonde. Et vraiment, enfin, c'était... J'en voulais au monde entier de lui affliger une souffrance pareille, tellement c'était douloureux. Et puis après, donc là, elle acceptait de voir un médecin, de prendre des traitements, ça allait un petit peu mieux. Il y avait parfois des périodes d'accalmie et ces périodes maniaques qui se terminaient invariablement en bouffées délirantes. Elle sortait dans la rue, elle faisait n'importe quoi. Et voilà. Et puis après, de nouveau... Ça redégringolait. Voilà. Voilà. On va y revenir, vous allez nous raconter à nouveau, mais c'est bien, au contraire, c'est important de bien le comprendre. Je trouve que on est là pour ça aussi, on est là pour que les gens entendent et comprennent comment on vit ça et aussi comment on peut accompagner. Parce que ce que j'entends dans ce que nous dit Isabelle là, c'est que finalement, c'est peut-être encore plus difficile quand on est dans la phase maniaque d'accepter d'aller voir un médecin aussi. Et donc, c'est ce qui rend aussi le diagnostic beaucoup plus difficile. Et donc, c'est difficile pour tout le monde finalement. Et peut-être, du coup, comme on se sent tellement bien, c'est là où les personnes arrêtent leur traitement, peut-être. Si elles en prenaient un. Oui, c'est ça. Et vous avez raison de spécifier, c'est l'aspect des conséquences en termes de retentissement dit comportemental, c'est-à-dire l'aspect, par exemple, de rouler très vite dans sa voiture ou de dépenser l'ensemble de l'intégralité de son argent. Ça a des conséquences derrière très concrètes sur la personne concernée et les proches aussi, l'entourage aussi qui est directement impacté. Et effectivement, dans l'expérience, en tout cas, l'expérience maniaque-hypomaniaque, c'est la plus compliquée à accompagner. Oui, parce que même dans cette période, même si le malade a fait un travail sur lui qui consiste à piloter sa maladie avec des indicateurs, il peut tomber dans le déni. Moi, je suis suivi par un psychothérapeute, je lui ai expliqué quelle était la maladie, etc. Et je lui ai dit, faites-moi savoir si vous sentez que je suis dans une phase maniaque, au travers de mon discours, du quotidien, etc. Monsieur Vallet, vous êtes dans une phase maniaque. Je suis pas dans une phase maniaque. Mais non, je vais très bien. Justement. Et ce que disait le docteur Masson, pour identifier la maladie, ce qui est assez long, souvent on commence par voir les phases dépressives. On ne voit pas les phases maniaques. C'est un peu la difficulté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut arriver à un certain confort de vie. C'est-à-dire qu'on peut arriver à vivre avec la maladie, avec un confort de vie, qui est lié à 2 facteurs. Je ne suis pas médecin, mais c'est comme ça que je l'analyse. Un facteur médicamenteux. Ça va être ma prochaine question, justement, vous avez raison. Essentiel pour pour stabiliser l'humeur.
Et d'autre part, le fait de prendre en charge sa propre maladie. C'est presque plus important, excusez-moi, pas plus important, mais c'est aussi important de savoir où on en est dans sa maladie que de prendre ses médicaments. Et comment on fait pour gérer là où je suis. La connaissance que l'on a de l'état où je suis. C'est aussi, surtout en phase up. Vous allez nous dire dans un instant, à vous, comment vous gérez ça, justement. Docteur, on le disait, docteur Masson, il y a des gens qui pensent qu'il faut des médicaments, il faudrait inventer un traitement de cheval. Très très fort, on l'a entendu dans le micro-trottoir. Et là, à l'instant, Francis nous parle du traitement médicamenteux. J'imagine qu'il n'y a pas que ça, effectivement, pour pouvoir stabiliser le trouble de la bipolarité, mais ça rentre dedans, quand même. Alors, ça rentre dedans pour, effectivement, comme j'ai dit, pour pouvoir faire en sorte que l'humeur ne monte pas ni trop haut ni trop bas. C'est des traitements généraux qui se prennent longtemps. On n'a pas de traitement dit curatif aujourd'hui. On n'a pas le traitement fort qui fait qu'on va prendre une pilule et puis le trouble bipolaire va disparaître. Ça serait bien, ça se discute, mais ça n'existe pas. Par contre, on a des traitements qui permettent d'aider à stabiliser cet état-là. Ce qu'on appelle d'ailleurs, ça s'appelle des thymorégulateurs et des régulateurs de l'humeur. Ça tombe bien. Bien sûr. C'est facile à expliquer dans ce cadre-là. Qui sont quand même, qui ont beaucoup d'avantages, qui permettent de pouvoir limiter vraiment les choses. On a un outil, on peut faire quelque chose aujourd'hui. Je crois qu'il faut le dire aussi. On a des outils à disposition pour aider les personnes qui souffrent, et c'est important. Après, effectivement, il y a toutes les questions du choix du produit, de l'aspect du dosage, qui est très individuel. Il n'y a pas de... Comme tout médicament, c'est une prescription personnalisée. Ce qui va bien marcher pour vous n'aurait pas forcément marché pour votre maman. Et il y a des réglages aussi à faire en fonction de l'état dans lequel on est. Ça implique pas mal de confiance et un travail de collaboration entre la personne concernée et le professionnel qui accompagne pour faire au mieux ces réglages-là. Et un point important dont vous dites, la confiance aussi, c'est que la confiance soit telle que le professionnel vous dise à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit aussi entendable en disant, je peux faire confiance à mon interlocuteur. S'il me dit ça, c'est pas pour rien. Et on verra tout à l'heure les autres outils que Francis a mis en place pour justement piloter son trouble de la bipolarité. Je vous propose une petite pause en musique. On va repartir avec Clara Isé. Pareil, je crois que c'est vous, Isabelle. C'est encore de ma faute. Mais je vais vous embaucher pour la programmation musicale. Ce titre de Clara Isé, vous voulez bien nous en dire un petit mot ? Parce que le message est limpide, me semble-t-il. Bon, même si je crois qu'elle parlait du deuil, mais on peut l'interpréter autrement. Et en ce qui nous concerne, peut-être que c'est un message... Voilà. Eh bien, on l'écoute maintenant, Clara Isé. Full Santé Mentale sur RCN. Nous sommes toujours avec le docteur David Masson, psychiatre responsable du centre cure au CPN, et avec Francis. Donc Francis et Isabelle. Francis, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Vous dites, moi j'ai 72 ans, je souffre du trouble bipolaire. Et vous nous disiez il y a quelques instants en antenne, j'ai vécu pendant 25 ans en phase up. Oui, bon, ça c'est une expérience de ma vie. Oui. D'un seul coup, ça s'est prononcé par une phase dépressive. Le médecin a mis 5 ans pour identifier que c'était des troubles bipolaires. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de dire qu'au terme de cette longue expérience de la maladie, on peut, comme un peu un pilote dans un avion, avoir un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, chacun met ses indicateurs. Il y en a un qui sera incontestablement le même pour tout le monde, c'est la qualité du sommeil et la durée du sommeil. Celui-là, l'écran, il est là. Et le bipolaire, s'il en a la possibilité, la personne qui souffre de trouble bipolaire peut piloter son avion en évitant qu'il se crache à un moment, il parte dans la lune à un autre moment, parce qu'il aurait mis en place les indicateurs qui lui permettent à lui, chacun ses indicateurs différents, d'identifier s'il est en phase post-dépressive ou s'il est en phase up. Par exemple, vous avez parlé du sommeil, mais vos indicateurs à vous, c'est quoi, par exemple ? Essentiellement de sommeil, celui-là. Les autres indicateurs, je ne veux pas trop en parler, parce que c'est confidentiel. J'estime que c'est confidentiel. Sauf événement majeur de la journée, surexcitation mentale, le fait d'avoir 15 projets en même temps, bon, ça, c'est un indicateur. La surexcitation, c'est un indicateur. Abus d'alcool, ça peut être un indicateur aussi. Et puis, il y en a d'autres. Il ne faut pas en avoir trop. Mais ce qui a été, et ce qui est pour moi contraignant, mais efficace, c'est mon cahier, où tous les jours, je note ma courbe, mes événements. Tous les jours, je note le sommeil. Et je vois, ça me donne
du baume au cœur, parce que quand je vois mon sommeil qui est à 6,5 et que je veux arriver à 8, ben je pilote pour arriver à 8. Et j'y arrive. Donc, je sais que je peux y aller. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on peut souffrir de troubles bipolaires en étant accompagné par un médecin, un traitement médicamenteux, mais aussi en prenant en charge sa maladie. Ça implique deux choses. Ça implique d'abord qu'il n'y a pas de déni, vous acceptez. Oui. Oui, parce que quand on fait ça, déjà le fait de créer, si vous voulez, cette main courante ou ce poste de pilotage, c'est une acceptation. Sinon, vous passez au travers, vous ne voyez rien, vous êtes aveugle. D'autre part, en mettant en place autour de soi des référents ou des personnes qui peuvent vous donner un regard sur vous-même. Moi, j'ai une infirmière qui passe tous les matins, elle vérifie les médicaments. Bon, Francis, vous avez oublié vos médicaments hier soir. Il y a le pilulier, elle vérifie, c'est pas bien gênant. Mais je veux qu'elle ait un regard sur ce que je suis le matin à 9h, à 8h du matin, parce que ça va m'aider. Voilà le style d'instrument que l'on peut mettre en face, avec l'appui d'un médecin. Moi, j'ai une prescription médicament d'un médecin qui me prescrit une délivrance médicamenteuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur. J'ai plus grand-chose à rajouter. Ce que vous dites est primordial, c'est-à-dire à la fois, souvent on peut penser que le traitement de la bipolarité, c'est les médicaments, médecins, point. Et en fait, vous illustrez, je trouve de manière parfaite, le fait que c'est une partie du tableau de bord. Nous, au niveau des professionnels, je reprends votre image. Nous, notre rôle, c'est peut-être d'amener des éléments d'aide au pilotage. Comment on règle un traitement, qu'est-ce qu'il faut surveiller, quels sont les points d'alerte, quand il faut alerter, qui il faut alerter, est-ce qu'on peut se permettre de vous donner un signe d'alerte, ramener un signal d'alerte si on le constate, etc. Et s'il n'y a pas ce phénomène, je dirais, d'acceptation et de collaboration, c'est compliqué d'avancer et il ne suffit pas juste de donner un cachet, quoi. L'acceptation, et j'allais dire la deuxième chose, c'est aussi appréhender sa maladie, la comprendre. Ouais. C'est pour ça c'est ce qu'illustre très bien le témoignage de Francis, justement. Dans le jargon, on dit que il faut, quand on donne des médicaments, il faut accompagner ce qu'on appelle la psychoéducation, qui est essentielle dans les troubles bipolaires. On est dans exemple ce qui est décrit ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes plans de vol. Bien sûr, oui. Vous avez été pilote dans la vie ou... De ma vie, oui. Ah voilà. Mais je trouve l'image est très bonne, effectivement, d'avoir. Ça permet de bien comprendre, je trouve, effectivement, les outils qui peuvent être mis en place. Et le top du top, c'est lorsque on partage les éléments du tableau de bord avec l'entourage aussi, qui peut aider à cela. C'est pas toujours facile, mais dans l'idéal, il faudrait tendre vers ça. Des clés de compréhension de ce qui se passe, de mieux comprendre les signes d'alerte, que chacun se mette d'accord sur son rôle, sa place, son rôle, comment est-ce qu'il peut interagir à ces moments-là, et que chacun puisse trouver la meilleure sérénité possible malgré la présence de cette maladie. C'est ce que nous dit Francis, effectivement, en disant je demande à mon entourage de aussi me faire un retour, pas que sur les médicaments que j'ai pris, mais sur mon état. Je me tourne vers vous, Isabelle. Vous, donc, c'est votre maman qui a souffert de la bipolarité. Oui. Mais alors là, on est dans un chemin qui est complètement différent parce qu'il y avait un déni. Je ne sais pas si... En tout cas, une méconnaissance. Une méconnaissance, une non-acceptation, je ne sais pas si c'est le terme de déni. Un refus. Un refus total et absolu. Alors, d'une part, en tant qu'aidante, puisque c'est ça dont je suis censée parler, eh bien, j'étais totalement démunie, parce que je ne savais d'une part pas à quelle maladie on avait affaire, et en plus, face à un refus. C'est-à-dire que concrètement, et c'est là où je dis... je veux bien m'occuper de Francis, parce que vraiment, c'est... vous le disiez au antenne, vous le disiez, moi je veux bien m'occuper de vous, parce que... Absolument, parce que là, moi, ce sentiment, je crois que j'ai passé 20 ans, 15 ans de ma vie à me sentir coupable et impuissante. Et c'était terrible, et violente, parce que parfois, il fallait faire interner ma mère... Comment ça s'appelle? Se faire hospitaliser. Sous contrainte. Sous contrainte. Et voilà, donc c'est épouvantable de faire ça. Et en fait, je ne peux que parler d'elle, c'est-à-dire que lorsqu'elle était hospitalisée, il lui arrivait de téléphoner de sa chambre en disant... viens me sortir de là, je t'en supplie, ils essayent de me rendre folle.
C'était son leitmotiv. Elle était paranoïaque aussi. Alors, je ne sais pas... donc, tout ce qui lui arrivait, c'était de la faute des autres. De la mienne aussi, hein, mais ça, c'est accessoire. Et donc, dès qu'elle sortait de l'hôpital, elle arrêtait ses médicaments. Ou alors, elle allait voir un psychiatre quelque temps. Après, elle décrétait qu'il essayait de la rendre folle. Il voulait absolument... Elle ne comprenait pas du tout pourquoi le monde entier voulait absolument qu'elle soit malade, alors qu'elle allait très bien. Oui. Et si vous lui rappeliez qu'elle s'est suicidée il y a 3 semaines, elle vous disait « mais c'est rien du tout, c'est un petit passage à vide ». Voilà, donc on était face à ça, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, c'est la question et que là, je vais vous poser. Il y a quelque chose aussi, les médicaments. Ouais. Je ne sais pas, là, peut-être Francis pourrait en parler, mais elle a quand même essayé des traitements. moult traitements, et elle se plaignait des effets secondaires. Et effectivement, quand je la voyais, ça faisait mal au cœur. Elle tremblait, elle avait la bouche sèche, elle était très très mal. Très souvent, surtout que j'imagine qu'étant donné son état, c'était des doses assez conséquentes, je suppose. Et donc, elle avait des effets secondaires vraiment énormes et invalidants. Vous voulez bien nous dire, c'était à peu près il y a combien de temps aussi, pour comprendre et contextualiser C'était, oui, je peux vous le dire, c'était des années 80 aux années 2000, un peu avant et à peu près. Voilà. Est-ce que la maladie avait été posée, diagnostiquée? Non. Donc, en conséquence, elle avait peut-être des effets secondaires liés à des traitements qui n'étaient pas adaptés. Bien sûr, absolument. Parce que la maladie bipolaire, a priori, on est d'accord. Les médicaments ne provoquent pas d'effets secondaires, si c'est de l'intoxication. Les stabilisateurs de l'humeur, les thymorégulateurs, oui. Mais non. Mais parce qu'effectivement, elle n'a pas été diagnostiquée, ou si elle l'a été, de toute façon, elle était dans le refus absolu. Donc, voilà. En qualité de fille aidante, comment vous avez vécu les choses? Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous vous dites, il y a peut-être des choses qu'on aurait dû faire différemment? Comment on vit ça? Je crois pas. C'est ça je pense que, en y réfléchissant, tout a été fait. Je ne vois pas, dès lors que la personne concernée est dans le refus absolu de ce qui lui arrive, sauf par moment. Et là, j'allais dire, j'aimais bien, c'est atroce, parce qu'elle allait vraiment très, très, très mal. Dans les phases de dépression profonde, là, il y avait des petits moments où je me sentais utile, parce qu'elle appelait au secours et qu'elle venait chez moi se faire dorloter, coucouner. Et je voyais bien que, voilà, c'est tout. Et puis, il y a quelque chose que... Enfin, je ne sais pas, c'est tout à fait personnel, mais pour essayer de faire le tour de tous les aspects de cette maladie, moi, je crois que ce qui me reste de tout ça, c'est ce sentiment de peur, absolument constante. C'est-à-dire que j'avais tout le temps peur, et à juste titre, qu'elle se suicide. J'avais peur qu'elle fasse des bêtises. J'avais peur qu'en phase maniaque, voilà. Et en phase maniaque, donc, pareil, je vous donne un exemple, je dis juste ça, je ne voulais pas qu'elle conduise, qu'elle emmène mes enfants dans sa voiture. Mais c'était un drame. Elle m'incendiait. Oui, elle était dans une incompréhension. Total, en disant, mais au contraire, tout va bien. Donc j'alimentais sa paranoïa, puisque je lui... Enfin, voilà, c'était en fait... Et je trouve pas le mot, c'est le serpent qui se mord la queue, je crois que c'est un ça. cercle vicieux quelque part. Tout à fait. Et ça montre à quel point les aidants sont importants, mais en même temps, il y a une limite, c'est qu'effectivement, il faut que la personne accepte. Si elle n'accepte pas qu'elle souffre de ce trouble, on peut quasiment pas faire grand-chose. Encore faut-il que... je crois qu'elle n'a pas été diagnostiquée, la pauvre. C'est-à-dire que personne ne lui a jamais dit qu'elle souffrait de ce trouble, avant, au bout de 15 ans seulement. Donc, il était légitime qu'elle en ait assez de passer par... voilà. Les choses ont changé, docteur Masson, justement, là-dessus. Est-ce que depuis 2000, à peu près... Ce qui frappe, c'est que c'est quand même très récent. C'est récent. Moi, je m'attendais effectivement à une histoire un peu plus ancienne, effectivement. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve intéressant le témoignage là pour présenter l'aspect de cette maladie dans toute sa complexité. Et je crois qu'il n'est pas question non plus de romancer le trouble bipolaire. Et effectivement, ce type de difficultés existent. Notamment en termes d'acceptabilité de la maladie. C'est un processus personnel à accompagner qui peut malheureusement pas être fait à la place de la personne concernée. C'est ça qui peut être très compliqué lorsqu'on est aidant.
faut avoir quand même en tête que c'est quelque chose qui peut potentiellement être évolutif. C'est pas parce qu'on n'accepte pas quelque chose à 20 ans qu'on va pas l'accepter à 25, 30 ans. Alors des fois, c'est toujours trop long. Mais on n'est pas forcément sur quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à un moment donné, ça marche pas, que ça sera toujours le cas. Je pense qu'en aidant en santé mentale ou même en tant que professionnel, c'est l'enjeu d'être là au bon moment. Quand il y a des fenêtres, je dirais qu'il y a des possibilités d'établir le contact. Et il ne faut pas louper le coche à ce moment-là. C'est pas facile de pouvoir le repérer. Et chez ma mère, c'est une maladie qui s'est déclarée assez tardivement. Il y avait des signes avant-coureurs qu'on n'avait pas repérés, mais elle a déclaré réellement à 50 ans à peu près. Un des aspects peut-être précisés par rapport à la question de progrès, je pense que l'aspect aussi de mieux informer les personnes concernées, pourquoi on prend tel traitement, qu'est-ce qu'on attend, etc. Je connais peu de personnes qui vont prendre des traitements s'ils ne savent pas pourquoi on le prend, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en attend ou pas. Et puis comment on met en place ces outils. Notre rôle, c'est d'informer ça et de pouvoir créer le tableau de bord. Le tableau de bord dont on parlait. Francis, une dernière chose. On n'a pas parlé, on a évoqué au travers des micro-trottoirs. Est-ce que c'est une maladie transmissible génétiquement? Alors, j'allais justement y venir sur les... J'ai quelques questions vraies-faux. On va y répondre vite, mais justement, cette question en fait partie, si vous voulez bien. Vous voulez bien répondre à mes questions très rapidement? Non. Moi, je suis parti du principe que c'était possible. Bon, donc on va pas y répondre. je pose mes questions, puis vous y répondez, d'accord? Allez, on va commencer par cela, puisque vous avez mis les pieds dans le plat. La bipolarité est-elle une maladie qui peut être héréditaire génétique? Il y a des probabilités. C'est pas inscrit dans le marbre. La seule chose que j'ai faite, moi, j'ai réuni mes enfants de façon formelle, et je leur ai dit, voilà, le médecin m'a indiqué que il pouvait y avoir un risque, donc soyez vigilants. Ok. Donc, on peut hériter d'une vulnérabilité génétique. Parce que j'avais des antécédents. Qui va s'exprimer ou non, ou présent ou non chez les enfants. Ok. Le risque est plus important. Les personnes bipolaires changent d'avis et d'humeur tout le temps? Non. Okay. Non, on l'a bien entendu, hein, mais on conclut là-dessus. Hein. Non, et s'il y a ça, c'est pas grand-chose à voir avec la bipolarité. Une personne qui change d'humeur souvent et sans raison, est bipolaire? Non. On est d'accord. Les personnes bipolaires ne peuvent pas mener une vie normale. Je crois que là, on a eu le meilleur témoignage qui le prouve. Peut-être que ça dépend du degré de... Ça dépend du degré, mais il faut surtout garder ce message-là. Donc c'est possible. C'est possible, voilà. Oui. Et enfin, les personnes bipolaires sont toujours dans un excès ou dans l'autre. Oui. Ah, oui pour vous. Enfin, quand elles ne sont pas stabilisées. Voilà. C'est ça. J'allais nuancer par rapport à ça. Merci à vous en tout cas d'être venus témoigner, Francis et Isabelle. C'était chouette de pouvoir vous entendre et merci de la confiance que vous nous avez faite ce matin. Merci à vous, docteur Masson, également d'être venu nous éclairer sur les troubles bipolaires. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Et pour finir, on avait un petit mot, une actualité, Stéphanie. En fait, on souhaitait valoriser et partager les écrits d'Isabelle. Donc, je vous le partage. Isabelle Flattan, qui a écrit La folie de ma mère et qui on peut trouver dans les éditions Le Nouvel Attila. Voilà. Merci. Donc, allez lire ce livre. Voilà, allez-y nombreux. Merci à toutes et à tous. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de Full Santé Mentale. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Merci à vous. Merci. RCN. Le son de la différence.